Donc, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être ici parmi vous pour la première fois. C'est ma première expérience pour parler de la gestion du stress au milieu scolaire. Donc, faisant suite à la présentation qui a été faite par ma collègue, je continuerai toujours dans les symptômes cardiaques du système cardiovasculaire et je parlerai de la gestion des pertes de connaissances en centre d'examen. Donc, à côté, donc, on va parler des symptômes les plus fréquemment rencontrés. Donc, j'aborderai dans ma présentation les troubles de la conscience gérables au centre d'examen qu'on peut gérer en évitant l'exclusion de l'élève de son examen. Et j'aborderai brièvement les situations qui doivent malheureusement mener à l'évacuation de l'étudiant vers l'hôpital. Donc, on va parler aujourd'hui des pertes de connaissances. Les pertes de connaissances qui sont un motif fréquent, je dirais, dans des situations de stress. Et on va parler des principales. Donc, pour parler de pertes de connaissances, il faut d'abord les classifier. Donc, on a trois types de pertes de connaissances. Donc, on a les pertes de connaissances non syncopales, c'est-à-dire c'est des pertes de connaissances, je dirais, partielles. Ce n'est pas une perte totale de la conscience et généralement, la perfusion cérébrale, donc elle est préservée ou maintenue. Il y a aussi les pertes de connaissances syncopales, donc c'est une perte totale de la conscience. La principale cause étant le malaise vagal, qu'on appelle aussi communément la syncope vasovagale, mais malheureusement, il y a aussi les syncopes de cause cardiovasculaire qu'on devrait identifier parce que ces dernières sont très graves et justifient un transfert rapide vers l'hôpital et il y a 35% de syncopes pour lesquelles on ne trouve jamais d'étiologie. Et un petit mot pour l'arrêt cardio-circulatoire. Malheureusement, c'est la pire des situations qu'on puisse rencontrer, mais bien qu'elle soit exceptionnelle, un petit mot quand même pour en parler. Donc, pour les pertes de connaissances partielles et pseudo-syncopales, ma collègue a bien parlé des troubles de la connaissance, des troubles de connaissance d'ordre métabolique, notamment les hypoglycémies. Donc, ça, on n'en parle pas, les causes psychiatriques. Donc, chez les syndromes dépressifs ou les attaques de panique, les épilepsies, ça, je laisserai mes autres collègues d'autres spécialités d'en parler. Alors, dans les cas les plus graves, on abordera la perte de connaissance totale, donc de la syncope vasovagale ou ce qu'on appelle la syncope réflexe. Comment définir la syncope? Donc, contrairement à la perte partielle de la conscience qu'on appelle l'hypotynie, donc la syncope, c'est une perte de connaissance transitoire. Elle est totale. Donc, l'enfant ou l'étudiant, il est totalement sans connaissance. Elle est brutale et de durée généralement brève et s'accompagne d'une perte du tonus postural. Donc la récupération, elle est totale en quelques minutes avec un retour rapide à l'état de conscience et un comportement et une orientation normale. Donc l'amnésie rétrograde est assez fréquente, généralement le mécanisme étant une hypoperfusion cérébrale globale et passagère. Voilà, le malaise vagal, c'est un état de perte de connaissance totale. Ça, physiopathe, c'est quoi? Contrairement aux palpitations qui sont liées à l'activation du système adrénergique, ici c'est le contraire, c'est le nerf vague qui est stimulé par le stress. Comment cela peut arriver? Par exemple, en cas d'orthostatisme passif, par exemple, c'est des étudiants qui restent debout trop longtemps, ou bien pour d'autres situations, par exemple, en cas de forte chaleur, d'environnement confiné, des classes mal aérées. Donc, on peut avoir une diminution du retour veineux central, donc lié à la vasodilatation ou à l'orthostatisme. Ceci va amener le cœur à essayer de s'adapter à cette situation de diminution du retour veineux. Le cœur, comment il va faire? Il va essayer d'augmenter son inotropie, sa contraction, pour contrecarrer cette baisse du retour veineux. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une stimulation du nerf vague pour, on va dire, contrebalancer ou réguler ce travail excessif du cœur, mais malheureusement, ça sera dans des situations, dans certaines situations, ce tonus vagal, il sera exagéré
donc la stimulation du nerf vague, et donc les deux accents principaux sont l'hypotension et la bradycardie. Donc la circonvasovagal. Donc quel est le terrain sur lequel peut survenir une circonvasovagale? Donc, généralement chez des sujets jeunes. Donc les sujets jeunes sont les plus sujets à avoir des malaises vagues. Donc première des choses. Il faut savoir que c'est plus fréquent chez les femmes, plus que les hommes. Donc c'est les filles qui font plus de malaises vagues que les garçons. Mais il faut aussi savoir, donc d'où l'intérêt, donc je rejoins mes collègues qui ont déjà parlé de ça, donc de identifier des sujets qui ont, qui ont eu des épisodes similaires. Parce que quand on fait un malaise vagal le jour de l'examen, généralement, ce n'est pas le premier. On en a fait avant parce qu'une fois, on a vu une sèche au compte à l'hôpital, on ne supporte pas de voir le soin. Quand on reste trop longtemps debout ou dans une chambre confinée, donc on peut en faire. Donc, il faut identifier, on va dire, des sujets qui sont prédisposés à en faire, donc qui ont déjà fait des épisodes similaires, pour essayer de prévenir de la même façon qu'on préviendrait les palpitations, les hypoglycémies, etc. Et la circonvasovagal, donc bien qu'elle puisse paraître, donc c'est une perte de connaissance totale, donc alarmante, mais généralement, ça survient chez des sujets sans cardiopathie, sans antécédents neurologiques et sans antécédents métaboliques. Donc, il ne faut pas couler cette étiquette de syncope-vasovagal bénigne à un enfant, par exemple, diabétique, alors que ça pourrait être une hypoglycémie ou un cardiopathe, donc où la syncope est un symptôme grave. Donc, quelles sont les situations qui pourraient, donc, à côté du terrain, donc les filles qui ont déjà fait des malaises au préalable, sans cardiopathie, sans passé sanitaire particulier, donc généralement, c'est déclenché tout ce qui peut stimuler le nerf vague. Donc, la peur. Donc déjà, l'examen, c'est une situation de stress intense. Donc déjà, c'est un facteur plus, plus, plus. Donc je dirais que le baccalauréat, c'est un examen décisif dans la carrière de l'étudiant. Donc avec un tel stress, donc, on est prédisposé à stimuler le nerf vague, à faire donc, un malaise vagal. Donc l'émotion aussi, une douleur intense de quelle que soit la cause. Donc, des espaces confinés, surchauffés, d'où l'intérêt de préparer des salles d'examen aérées. Donc, veuillez à vérifier la ventilation des salles, donc ouvrir les fenêtres, tout ça. Donc, ça nous paraît des mesures simples, mais qui pourraient donc prévenir la survenue de syncope vagale. Donc, dès que la surpeuplée, bien évidemment, donc c'est un facteur également. Il y a aussi donc, le malaise vagal, donc à côté des situations, donc le stress émotionnel, donc il y a l'orthostatisme. Donc c'est un enfant, par exemple, qui reste debout trop longtemps, ça peut générer une syncope vasovagale. Alors, comment reconnaître la syncope vasovagale et la distinguer des syncopes graves, des syncopes d'origine cardiaque? Donc, une syncope vasovagale, généralement, elle est précédée de prodromes. C'est quoi le prodrome? C'est des signes annonciateurs qui vont nous dire que cet enfant risque de perdre connaissance. Généralement, l'enfant, avant de perdre connaissance, il aura une sensation de vertige, de malaise, de nausée. On va dire que c'est des signes qui ne sont pas spécifiques parce qu'on va voir que c'est les mêmes symptômes en fait qui reviennent. Donc, c'est les mêmes symptômes que l'hypoglycémie par exemple. Donc, sensation de vertige, faiblesse, nausée, des sueurs, une pâleur, des bourdonnements, une vision trouble, sensation de chaleur, bouche sèche, faiblesse des mains. Donc finalement, c'est des symptômes communs. Qu'est-ce qui va nous faire penser à ça? C'est le passé sanitaire, le carnet de santé, ou je dirais la fiche d'identification des patients. Chez un sujet diabétique, on va penser plus à une hypoglycémie. Chez un cardiopathe, on va penser à quelque chose de plus grave. Chez quelqu'un qui a déjà fait des malaises vagaux, donc on va dire que ce malade va probablement perdre connaissance. Donc, il faut essayer de prévenir ça. Donc, à côté de ces prodromes, donc généralement, c'est l'élève qui va. Donc, si l'élève va les signaler, on va essayer de le prendre en charge rapidement avant qu'il perde connaissance. On verra après comment le faire. S'il le garde pour lui et on le recevra après la perte de connaissance, comment faire le diagnostic? Juste avec un examen simple. Donc, la prise de pouls et de tension. Donc, c'est les deux signes
qui définissent le malaise vagal. C'est la bradycardie et l'hypotension. Parce que vous savez que l'hypotension, généralement, en dehors du malaise vagal, elle s'accompagne d'une tachycardie réflexe, compensatrice. Mais si cette hypotension, elle est associée à une bradycardie, donc c'est clair, c'est un malaise vagal. Donc finalement, prodrome, hypotension, bradycardie, donc égale symptôme vagal. Donc d'où l'intérêt de se munir. Donc le minimum requis, c'est d'avoir un tensiomètre donc, dans l'infirmerie en cas de malaise. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un examen complémentaire pour dire que c'est vrai que c'est une vagal? Non, je dirais non, aucun, parce que l'examen, il est purement clinique. Donc, hypotension, bradycardie. Donc, je dirais que bien que le malaise vagal puisse être effrayant, donc c'est un malade qui perd connaissance, qui peut tomber en plein examen, mais il est généralement considéré comme bénin. Donc, des données anamnéstiques et cliniques, donc d'où l'intérêt d'avoir une fiche, on revient toujours, parce que malheureusement, contrairement à mes collègues, par exemple un diabétique, peut-être qu'on sait qu'il est déjà diabétique, des palpitations, l'enfant il est toujours lucide, mais quand on est face à un enfant inconscient, donc on ne peut rien savoir sur son passé, si ce n'est une fiche qui l'accompagne dans son dossier scolaire. Donc, donc devant ces données anamnéstiques et cliniques, donc le diagnostic peut être posé et ne justifie aucun examen complémentaire. Que faire alors? Donc, devant un malaise vagal, donc c'est des mesures généralement simples que tout le monde peut faire, même en étant non médecin. Donc, la première des choses, donc on sait que la perte de connaissance, elle est liée à une hypoperfusion cérébrale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la perfusion cérébrale. Comment le faire? En augmentant le retour veineux. Parce qu'on a vu le point de départ, c'est la baisse du retour veineux. Comment augmenter? Surélever les jambes. Donc, le fait de surélever les jambes, on va augmenter le retour veineux et on va favoriser la perfusion cérébrale. Donc, soit vous soulevez les jambes, si vous avez une chaise, vous pouvez mettre ses jambes sur une chaise, donc pour améliorer donc, le retour veineux. Donc, surtout ne pas déplacer l'enfant et le laisser allongé. Donc, ne pas essayer de le ramener, de le faire asseoir, donc le laisser allongé parce que c'est la position idéale et surélever ses jambes juste pour améliorer la perfusion cérébrale. Deuxième des choses, voilà, donc laisser sur le sol, surélever les jambes, essayer d'hydrater. D'accord? Donc, essayer d'hydrater. Donc, si l'enfant, on revient toujours à la définition, c'est une perte de connaissance totale, mais brève, avec un retour total à l'état de conscience. Généralement, ça dure je dirais quelques minutes, si ce n'est quelques secondes. Donc, dès que l'enfant reprend conscience, essayez de lui donner à boire s'il le peut. D'accord? Donc, essayez d'hydrater. Donc, dans les pires des situations, ça serait bien aussi de se munir de petits solutés d'hydratation dans l'infirmerie, du sérum salé ou glucosé pour aider l'hydratation rapide. Rester auprès de l'élève, donc le soutien psychologique, et le rassurer, d'accord? Le rassurer que, c'est dire, il peut toujours reprendre son examen, c'est pas grave, on va s'occuper de lui, c'est très important, parce que le stress est un facteur, il faut pas oublier que c'est toujours le facteur commun à tout cela. Et évidemment, donc aérer les salles. Donc, par exemple, si l'enfant, l'élève, il est loin d'une fenêtre, de préférable, donc de le rapprocher d'une fenêtre, d'une source d'aération pour essayer donc d'améliorer les choses. Donc, psychothérapie plus. Donc, je suppose qu'il y a des psychologues parmi nous. Donc, ce qui est bien qu'on nous a rassurés en disant qu'il y a des psychothérapeutes dans les centres d'examen. Et parfois, comme a dit ma collègue, docteur Hachi, donc le magnésium, c'est un très bon anti-stress. Et donc, plus ou moins, donc des fois, donc, quand on a, donc, si la bradycardie, la tension et l'hypotension sont toujours là, donc une injection en dose de l'atropine en injectable, ça va permettre de remonter rapidement la fréquence cardiaque et la tension artérielle pour gérer rapidement ce malaise. Donc, quels sont les critères de retour en classe? Donc, déjà, gérer un malaise vagal, donc, on peut le faire au milieu scolaire. Donc, pas la peine de faire sortir l'enfant. Donc, c'est simple, c'est rapide.
Donc, dès que l'enfant reprend conscience, qu'il n'a plus les symptômes, on prend sa tension et sa fréquence cardiaque retourne à la normale, on va le rassurer avec l'aide d'un psychologue s'il est là, on va lui permettre de retourner en classe et de poursuivre son examen le plus normalement du monde. C'est très important. Maintenant, quels sont les critères de gravité ou les symptômes qui, malheureusement, nous amènent à exclure l'élève du centre d'examen et l'évacuer vers l'hôpital si ces symptômes, ces pertes de connaissance sont précédées de palpitations. Donc, palpitations, parce qu'en cardiologie, il y a certains troubles du rythme graves. Donc, ils peuvent s'accompagner de pertes de connaissance. Donc, si c'était des palpitations qui ont précédé la syncope, donc là, ça, il faut évacuer l'enfant vers l'hôpital. Si la syncope, elle est associée à d'autres signes organiques, par exemple, une difficulté respiratoire, une douleur thoracique importante, c'est-à-dire après le retour de la course, donc l'enfant, il a très mal au niveau de la poitrine, ça, il faut l'évacuer. Si on sait que c'est un enfant cardiopathe, un adolescent cardiopathe, c'est-à-dire il est connu comme étant cardiopathe, il a été opéré du cœur, il prend des médicaments, ça aussi, bien qu'il puisse avoir donc un malade vagal, mais on n'est pas en droit de sacrifier donc sa vie, on va dire pour un examen, on est obligé de transférer vers l'hôpital, ou bien si la syncope va engendrer un traumatisme grave, parce que l'enfant, quand c'est une perte totale du tonus postural, donc si l'enfant en tombant, par exemple, il se heurte la tête contre un objet, il y a un traumatisme grave, là, évidemment, donc on doit l'orienter vers l'hôpital, ou bien si on tombe sur un souffle, donc notamment le souffle de rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique, c'est quoi? C'est qu'on a un obstacle à l'éjection du sang. Donc, si l'enfant, il syncope, c'est un critère de gravité. D'accord? Donc, c'est un critère, sa valvulopathie, donc elle est à un stade sévère, ça aussi, ça justifie donc un transfert vers l'hôpital. Donc, en résumé, si l'examen clinique est normal, donc pas d'antécédents, on gère en classe. Donc, si l'examen clinique révèle des signes de cardiopathie, si l'enfant rapporte des signes, des antécédents de cardiopathie ou de chirurgie cardiaque, ça, donc on transfère, on juge qu'il est plus raisonnable de transférer le malade vers l'hôpital. J'aborderai, donc on est obligé, donc en parlant de part de connaissance, de parler quand même de l'arrêt cardio-respiratoire ou l'arrêt cardio-circulatoire, donc qui est la pire des situations qu'on puisse rencontrer dans un centre d'examen. Pardon, en plus, il y a eu un arrêt cardio-respiratoire il y a 2 ans, 3 ans, au sein d'un établissement. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas l'année passée, là, il y a 2 ans à peu près, il y a eu un arrêt cardio-circulatoire, je crois, dans un lycée à Sétif, quelque part. Donc, pourquoi en parler? Parce que l'intérêt d'en parler, c'est qu'il faut d'abord reconnaître l'arrêt cardio-circulatoire ou l'arrêt cardiaque, le distinguer des autres pertes de connaissance, parce que la prise en charge est une course contre la montre. Et plus on agit tôt, plus sont les chances de survie importantes. Donc, il ne faut pas dire que c'est un arrêt cardio-respiratoire, cardio-circulatoire, que c'est une situation, on va dire, irréversible au trop tard. Donc, là, on va dire, les chances de survie, elles dépendent de notre rapidité d'agir. Donc, pour cela, donc, il faut qu'on apprenne tous, c'est-à-dire même pour les non-médecins, de reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire, pour le gérer à temps, pour augmenter les chances de survie de l'élève ou de l'étudiant. Donc, il faut savoir que le pourcentage de survie diminue de 10% chaque minute écoulée sans réanimation cardiopulmonaire. Imaginez, donc, chaque minute, on perd 10% de chances de survie. Et l'inverse est vrai. Donc, si on agit plus tôt, on va gagner 10% de chances de survie pour chaque minute on agit. Et au-delà de 5 minutes sans réanimation cardiopulmonaire, le pronostic est très mauvais. Et au-delà de 10 minutes, c'est le décès dans un état végétatif. Donc,
C'est une situation dramatique qu'on n'aimerait jamais à rencontrer, mais il faut quand même la reconnaître pour essayer d'augmenter les chances de survie de l'enfant. Alors, comment se définit l'arrêt cardio-respiratoire ou l'arrêt cardio-circulatoire? Donc, les deux appellations peuvent s'appliquer. Donc, c'est un arrêt d'une activité cardiaque mécanique efficace. Comment la reconnaître cliniquement? Absence de pouls, donc il n'y a aucun pouls, et une respiration agonique en gastrique. Donc, c'est les deux critères qui définissent l'arrêt cardio-respiratoire. Il faut savoir que 90% des arrêts cardio-respiratoires sont d'origine cardiovasculaire. Donc, généralement, on va dire qu'on connaît un petit peu, donc l'enfant, il a déjà un passé cardiaque. Et la cause la plus fréquente de l'arrêt cardiovasculaire parmi les causes cardiovasculaires étant la fibrillation ventriculaire. Alors, donc pourquoi le reconnaître? Parce que la particularité de l'arrêt cardio-respiratoire dans un centre d'examen, c'est qu'on n'est pas à l'hôpital. Donc déjà, c'est un environnement, on va dire, pas favorable pour une gestion optimale. Donc, pour améliorer la survie, ça dépend principalement du déclenchement précoce de ce qu'on appelle la chaîne de survie. C'est-à-dire, mieux on la déclencherait tôt et plus on augmenterait les chaînes de survie et elles sont comme indiquées sur le schéma. Donc, première, donc, dès quand donc l'enfant, on va dire l'étudiant, on nous appelle parce qu'il a perdu connaissance, première des choses qu'on aurait fait même pour le malaise vasovagal, c'est de prendre l'attention et le pouls. Là, quand on va prendre le pouls, il n'y est pas. La respiration, donc, elle n'y est pas. Il faut rapidement, première des choses, demander à la personne qui est à côté d'appeler les secours. Donc, c'est une chaîne. Donc, demandez à appeler immédiatement, soit le SAMU, la protection civile. Généralement, maintenant, je pense qu'il y a des ambulances toujours dans les centres d'examen qui sont prêtes voilà, à intervenir. Donc, demandez à quelqu'un d'appeler et vous commencez déjà la réanimation cardio-pulmonaire de base. C'est-à-dire, c'est une chaîne, chacun il fait une chose. Donc, comment? Donc, commencer la réanimation cardio-pulmonaire de base, on va faire commencer le massage cardiaque externe donc, et la ventilation. Et entre-temps, demander à quelqu'un d'autre de vérifier s'il y a un défibrillateur au niveau de l'infirmerie. Donc, ça serait bien, parce que maintenant, de nos jours, donc, dans les autres pays, un défibrillateur, il existe partout, dans les stades, dans les lieux publics, dans les écoles, c'est une chose qu'on devrait... Ici, je sais, il y en a pas, mais ailleurs. Oui, Ailleurs. Les stades, les écoles, les lieux publics. Chez nous, ça existe au niveau des aéroports. Des aéroports, voilà. Et les stades, maintenant, ils obligent à ramener un défibrillateur. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts subites. Voilà, il y a eu beaucoup de morts subites chez les sportifs. Et bien, par exemple, l'incident qu'il y a eu 2 années de cela, peut-être qu'on aurait pu le prévenir s'il y avait un défibrillateur voilà. Même s'il n'est pas au niveau du centre d'examen, l'ambulance médicalisée, il faut exiger le chariot d'urgence. D'accord? Donc, ailleurs, donc, le défibrillateur, donc, en même temps, en faisant le massage, demander à quelqu'un de ramener un défibrillateur s'il existe. Et donc, faire le massage. Donc, entre-temps, donc, dès l'arrivée de l'ambulance, on va passer de la réanimation cardio-pulmonaire de base à la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée ou médicalisée, parce que généralement, l'ambulance, elle est équipée de matériel qu'on n'a pas en classe, et assurer le transport à l'hôpital tout en maintenant donc, la réanimation cardio-pulmonaire médicale. Oui. Concernant le défibrillateur automatique, vous savez, le défibrillateur peut être utilisé par n'importe qui. Oui, je vais en parler. Vous savez ce qu'on appelle les DAE. Je vais en parler. Je vais en parler pour les DAE. Je vais en parler. D'accord. Donc, je vais en parler. Voilà. Donc, le but, c'est de déclencher cette chaîne de survie, le déclenchement précoce. Et donc, le but, c'est de rétablir rapidement l'activité cardio-circulatoire spontanée et une hématose correcte. Donc, comment faire la réanimation cardio-pulmonaire? Donc, elle se fait en 3 étapes. Donc, la première, c'est reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire, ça, on en sait.
Donc, débuter la réanimation cardio-pulmonaire de base, c'est-à-dire faite déjà sur le lieu de l'arrêt. Ensuite, la troisième, c'est le défibrillateur. S'il est possible, on va parler du défibrillateur automatisé en milieu public, on va parler du semi-automatique et de l'automatique. Donc, reconnaître l'arrêt, donc j'insiste parce que c'est important de dire la rapidité du diagnostic est primordiale. Donc, il faut que le diagnostic se fasse en moins de 10 secondes. Donc, rapide. Donc, la victime perd connaissance, elle ne réagit pas quand on lui parle et quand on l'assimile, pareil. Alors que la perte de connaissance, elle est rapidement, il y a une reprise rapide de la conscience. La respiration est pratiquement inexistante, c'est-à-dire la poitrine ne se soulève pas ou elle est irrégulière. Donc, patient inconscient ne réagissant pas avec une respiration inexistante ou irrégulière, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Comment débuter la réanimation cardio-pulmonaire de base? Donc, il faut rapidement mettre la personne en décubitus dorsal, donc sur un plan dur, et défaire d'éventuelles entraves vestimentaires. Donc, s'il y a une ceinture, s'il y a des vêtements serrés, rapidement les défaire et subluxer la mâchoire en arrière, donc en vue de dégager la trachée. Donc, libérer les vases aériennes. Donc, vous savez donc A blessé, maintenant c'est ACD. Donc, ACD, donc A c'est pour airway, libérer les voies respiratoires. La priorité, c'est le massage cardiaque externe. Donc, faire 30 compressions. Donc, 30 compressions, c'est des cycles généralement de 30 compressions pour 2 insufflations. D'accord. Donc, ici aussi, donc l'idéal, c'est d'avoir dans l'infirmerie donc, un ballonnet donc, pour faire de la ventilation. De bouche à bouche. Hein. Voilà. Le Covid, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que pour les enfants et les nourrissons, mais pour l'adulte, ça n'existe plus. Donc, 30 compressions pour 2 ventilations, 2 insufflations. Donc, après, donc, on a parlé donc le massage, la ventilation. On va parler du défibrillateur. Donc, si possible. Donc, comme je dis, l'idéal, ça serait qu'on dispose de défibrillateurs. Donc, il faut savoir que maintenant, donc, comme vous voulez en parler de donc les défibrillateurs, donc il y a les semi-automatiques et les automatiques. Et maintenant, les défibrillateurs externes automatiques, celui qui existe dans les lieux publics, dans les stades, les écoles et les aéroports, généralement, ils sont automatiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés par des non-médecins. Dès qu'on place donc, les manettes donc, sur la personne, donc lui-même, il détecte s'il voit que c'est un rythme choquant, il va délivrer un choc. C'est automatique, c'est-à-dire utilisé par des non-médecins. Ceux qu'on a au niveau des hôpitaux, c'est des semi-automatiques. C'est-à-dire, à la limite, c'est le médecin qui gère donc, le degré de joule à délivrer, il analyse le rythme, etc. Mais pour les défibrillateurs automatiques, on a besoin juste de les prendre et de les mettre sur voilà, placer les patchs. Il vous dit rythme à choquer, il choque lui-même. S'il vous dit le rythme n'est pas à choquer, il faut continuer le massage et chercher autre chose. Voilà. D'accord. Donc, c'est des défibrillateurs automatiques. Ça se voit ici? Ça se voit, je ne sais pas. Ailleurs, c'est ce qu'il y a normalement. Dans les lieux publics, c'est parce qu'à l'aéroport, il faut que chacun de nous, c'est-à-dire avoir le réflexe. Un patient qui a fait un arrêt, n'importe qui peut le secourir avec ces défibrillateurs parce que ça ne nécessite aucune connaissance préalable de, voilà, de ressusciter le malade. Sinon, on va mourir. Voilà. Alors, donc les défibrillateurs automatiques externes, donc l'appareil diagnostique lui-même le trouble du rythme, il calcule l'énergie à délivrer s'il est nécessaire de défibriller. Donc, il y a 2 types, donc les semi-automatiques et les entièrement automatiques. Généralement, ceux des lieux publics, ils sont entièrement automatiques. Alors, donc cet algorithme, donc, il va résumer en fait ce qu'on a dit. Donc, un patient inconscient ne réagissant pas avec une respiration inexistante ou même irrégulière, même si elle est irrégulière, c'est considéré comme un arrêt cardio-respiratoire. Donc, appelez l'équipe de réa, demandez à quelqu'un d'appeler et vous faites la réanimation cardio-pulmonaire de base. 30 massages pour 2 insufflations et mettre en place un défibrillateur, un moniteur, tout en évitant
d'arrêter la réanimation cardio-pulmonaire. Il ne faut pas que ce soit la même personne qui réanime qui va aller chercher le défibrillateur. Ensuite, le défibrillateur, il va, pour les automatiques, lui-même évaluer le rythme. Et sachez qu'il y a deux cas de figure. Donc, il y a les rythmes choquables, donc ils vont répondre à un choc, mais malheureusement, il y a des rythmes non choquables. Donc, les dissociations électromécaniques ou la systolie sont des rythmes non choquables. Là, il faut continuer continuer. En attendant de transférer le patient. Le malade au réanimation. Quels sont les rythmes choquables? Généralement, c'est ça. Donc, c'est la fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Qu'ici, donc, c'est des complexes larges, rapides, mais irréguliers, anarchiques, qui ne se ressemblent pas entre eux. Celle-là, c'est une tachycardie ventriculaire. Donc, les complexes, ils sont plus ou moins réguliers, mais larges et rapides. C'est ça, une TV. Donc, ces deux rythmes-là, ils répondent généralement au choc électrique externe, donc délivré par le défibrillateur. Donc, si on a ces deux tracés, on choque. Donc, si on a un défibrillateur qu'on doit commander nous-mêmes. Donc, maintenant, les rythmes non choquables, c'est la systolie. Voilà à quoi peut ressembler la systolie. Donc, soit c'est un tracé carrément plat comme celui-là, mais aussi, même ce tracé, c'est des QRS très éloignés, très larges, anarchiques. Ça aussi, c'est annonçateur de l'arrêt cardiaque total ou de la dissociation. Donc ça, malheureusement, c'est des rythmes non choquables, donc qui ne bénéficient pas du défibrillateur automatique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer la réanimation, d'accord, en attendant d'appeler le secours. Donc, voilà. Donc, si le rythme, il est choquable, donc le défibrillateur va délivrer, et on va reprendre immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire pendant 2 minutes. Donc, continuer à réanimer pendant 2 minutes. Et s'il y a le rythme, il est toujours là. Donc, par exemple, la TV qui revient ou la FV, de faire aussi, donc, continuer donc, toujours la réanimation, l'adrénaline chaque 3 à 5 minutes. Et si le rythme il est choquable toujours, c'est-à-dire on peut renouveler et continuer. Et dans ce cas-là, donc la l'amiodarone, l'isocaïne, là généralement c'est la réanimation, on va dire cardio-pulmonaire médicalisée, en présence d'un défibrillateur et de drogue, donc l'adrénaline, l'amiodarone, etc. Maintenant, si le rythme il est non choquable, malheureusement on ne peut pas utiliser le choc. Donc il n'y a pas de choc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Continuer la réanimation cardio-pulmonaire et donner de l'adrénaline en espérant de retrouver un rythme choquable à n'importe quel moment. Donc, s'il y a apparition d'un rythme qu'on peut choquer, on choque, donc on rejoint la deuxième partie de l'algorithme. Si le rythme il n'est toujours pas choquable, on va continuer donc jusqu'à l'arrivée des secours et le transfert vers l'hôpital. Oui. À votre niveau, à mon avis, il faut rester au niveau de la chaîne de secours. Oui, la chaîne de secours. Reconnaître un arrêt cardio-circulatoire, pas de pouls, pas de respiration. Voilà. Commencer le massage. Après les moyens, comme ailleurs, vous avez le défibrillateur, vous pouvez l'utiliser si vous l'avez. D'accord? Sinon, évacuer. Dès que vous faites le diagnostic de l'arrêt, il faut appeler le SAMU. D'accord? Quelqu'un appelle le SAMU, l'autre fait le massage cardiaque et transférer le mal. Est-ce que vous avez de l'adrénaline? Oui. Très bien. Vous pouvez injecter de l'adrénaline. D'accord. Vous pouvez injecter de l'adrénaline. D'accord. Mais l'idéal, vous savez, ce n'est pas l'adrénaline qui va récupérer votre patient, c'est le choc électrique extrême. D'accord. Donc, l'idéal, c'est d'avancer. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'a pas un réfrigérateur. Comment avoir un choc électrique? Un défibrillateur. C'est pas évident, mais c'est des normes internationales. Donc, je crois que c'est le moment de se plier et d'avoir les normes internationales. Parce que si vous avez le défibrillateur, vous allez sauver votre malade. Parce que là, voilà. Donc, le transfert à l'hôpital, ce n'est pas évident. C'est pas évident. On aura le temps de mourir. Et je dirais ce qui est plus, c'est-à-dire même si du moment où on a l'ambulance qui est à côté,
il faut la doter d'un chariot d'urgence. Je pense que, voilà, voir avec les établissements de santé de proximité, je suppose qu'ils en ont. C'est-à-dire, on a pas d'ambulance à côté, mais en général, on a des ambulances qui sont au niveau des polycliniques les plus proches des lycées, des TCER. L'établissement le plus proche. D'accord. Déjà, avoir un défibrillateur au niveau de l'ambulance, c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'à ce stade-là, on n'a pas les moyens pour récupérer un malade. Pour récupérer un malade. On n'a pas les moyens. C'est vraiment, c'est à la seconde près. Et la chirurgie, il faut que, c'est-à-dire n'interrompre la réanimation cardio-pulmonaire de base, c'est-à-dire le massage cardiaque externe, qui est une priorité absolue en aucun moment. Dire la personne qui masse, même s'il a fatigué, il y a quelqu'un qui prend le relais, c'est pas elle qui va aller demander le secours, qui va appeler. Donc c'est une chaîne, c'est une équipe. Voilà. Donc quelqu'un qui gère, et l'autre qui va chercher le défibrillateur, et l'autre qui va appeler le SAMU, etc. Donc c'est avec toutes ces conditions, donc et voilà, donc je conclue que finalement la prévention, c'est-à-dire se doter de moyens, le minimum serait un défibrillateur, donc dans l'ambulance, donc qui est réservé à ce fait, et le carnet, on va dire la fiche de santé, la fiche de santé qui va résumer les principaux symptômes. Ça sera même une fiche qu'on pourrait même donner aux parents. Donc, votre enfant est-il diabétique ou non? A-t-il fait déjà des hypoglycémies, par exemple? A-t-il fait déjà des pertes de connaissances pour des situations X? Donc, tout cela nous permet nous permettrait, parce que c'est pas toujours, donc d'identifier donc ces patients à risque pour les prendre en charge. Voilà, d'anticiper la prise en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention.